Merci. Alors bonjour à tous, je remercie et je salue la présence parmi nous du corps préfectoral et je remercie les municipalités qui se sont accordées pour c'est la première fois qu'on voit une chose pareille en Corse et donc l'occasion pour nous de voir in situ dans cette commune de Pietraserena 14 tableaux de ce peintre qui était tombé dans l'oubli le plus total et que l'on redécouvre. Et c'est une émotion de voir des œuvres qui sont sorties de ses mains dans son église paroissiale qu'il a fréquentée toute sa vie durant. Donc aujourd'hui, j'ai la rude tâche de vous parler de lui, puisque c'est lui qui nous réunit, et j'en profiterai pour dévoiler tous les secrets que je suis arrivé à percer sur les œuvres peintes qui se trouvent dans cette église. Donc on va aller même un petit peu au-delà, puisqu'on va déborder du XVIIe au XIXe siècle. Donc nous allons, si ça marche pas, non, prout, non, bon, je le fais avec la souris. Et il y a toujours une couille dans le pâté. Bref, donc on va parler peinture de chevalet et on va parler peinture monumentale. Donc on va commencer par la peinture de chevalet, c'est-à-dire la peinture à l'huile sur toile. Donc à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par Niccolao Filippi qui nous réunit aujourd'hui avec ce chemin de croix conservé à Speloncato, 14 stations qui nous racontent en fait les derniers instants du Christ. Alors, les chemins de croix, il faut le savoir, il y a 14 stations, c'est assez rarement signé. Quand c'est signé, ça veut dire, c'est pas gratuit, ça veut dire que le peintre, il est particulièrement fier de ce qu'il vient de faire, ou que celui qui a commandé le tableau dit, vous mettez le nom dessus. Voilà. Donc, c'est jamais gratuit. C'est une œuvre qui mérite et puis qui laisse une trace dans l'histoire. Alors, ils ne signent pas et ils ne datent pas, les peintres, les 14 tableaux. Donc, ils signent, je vous le dis parce que ça peut vous être utile la prochaine fois que vous rentrerez dans une église et que vous verrez un chemin de croix, pas la peine de regarder tout partout, vous regardez la station 1 ou la station 14, la première ou la dernière. Et ici, il a signé la station 14. Donc, voilà la station 14, avec ici cette signature qui ressemble à une pierre romaine, une inscription romaine. D'ailleurs, il écrit en latin, on se donne grand genre, Nicolaus Filippi a Pietraserena, donc c'est du latin, de Pietraserena, Pictor Circensis, peintre corse, donc cocorico 2 fois, une fois pour dire je suis natif de Pietraserena et une fois pour dire je suis corse. L'année 1746, le jour 25 du mois 2, et vous voyez c'est une abréviation, il y a un 7 et puis BRIS avec un petit signe frisé au-dessus qui veut dire abréviation. Donc 7, c'est sete, septembris. Donc c'est le mois de septembre qui est abrévié comme ça, pour gagner quelques lettres dans l'espace. Et le rector, c'est-à-dire c'est le curé qui s'occupe de la paroisse. Là aussi, vous voyez qu'il y a FRANCO avec une petite ligne frisée au-dessus qui veut dire abréviation, donc Francesco Casalta. Donc ça, c'est le curé. Alors, j'ai eu la chance, il y a bien longtemps de cela, d'éplucher l'église de Speloncato. J'ai tout fouillé, notamment les meubles de sacristie, et j'ai eu la chance de mettre la main sur le registre de comptes. Et ce registre de comptes nous apprend beaucoup de choses sur les œuvres qui sont conservées à Speloncato, et notamment sur ce chemin de croix en particulier. Les comptes ont été faits
quelques mois après que les 14 tableaux aient été peints. Donc, en 1747, on a passé la fin de l'année, il a été peint en 1946. En 1947, au début de l'année, au mois de février, le curé de Speloncato note des choses très intéressantes sur ce retable. Donc, je vous le traduis en français. Nous avons fait les cadres du chemin de croix, la Via Crucis, par le feu Nicolao Pittore. Alors, on s'interrogera un peu plus loin sur ce feu. Est-ce qu'il est déjà mort? C'est pas de chance. Alors, c'est sa dernière œuvre. Où il a été emporté par l'élan, et vous allez le voir pourquoi je dis ça, parce que regardez la ligne d'après, et de la peinture, pour la peinture, on a donné à celui-ci 100 lire, et il l'a travaillé à sue spese, à ses frais, c'est-à-dire qu'il ne leur a pas demandé d'acheter des pinceaux, de lui fournir de la peinture, etc. C'est lui qui a apporté à ses frais tout ce qu'il fallait, et il a été logé dans la Casa del Fu Angelo Paolo. Donc je ne sais pas quelle maison, donc en tout cas il a été accueilli dans le village, dans la maison d'un certain Angelo Paolo, qui lui aussi est mort. Alors, est-ce qu'il y a un fou de trop? Est-ce qu'il s'est laissé emporter, il est mort hein? On aura toujours un doute jusqu'à ce qu'on trouve un nouveau document pour nous dire véritablement, et j'ai cherché, surtout dans la perspective de cette conférence, j'ai cherché sur tous les sites de généalogie, je n'ai pas encore trouvé son acte de sépulture. Donc on aura toujours un doute. Mais enfin, continuons, c'est intéressant. Et on a fait faire les corniches, c'est-à-dire les encadrements de bois, par un maestro Alessandro Francese. Donc Francese, c'est vraisemblablement pas un patronyme, c'est un surnom. C'est un Français qui est déjà là, donc en 1746, bien avant que la Corse soit française. C'est pas un cas isolé, hein. On a des artisans français qui sont actifs en Corse depuis le XVIe siècle. Donc c'est un certain Alexandre, maître menuisier, à qui on demande, en 1746, de faire ces encadrements de bois. Si spese di tela, donc on a acheté la toile au maître, mais c'est moi, sottoscritto Pievano, c'est-à-dire le curé Piévan, le curé principal de toute la Piève, c'est moi qui ai acheté la toile qui a été nécessaire, donc lire 10 lire et 16 sous pour les 10 cadres. Et ce qui est extrêmement délicieux, c'est que le bonhomme, le curé Piévan, il écrit de sa main, et les tellari, ce sont les châssis, c'est-à-dire les encadrements de bois avec la toile, prêts à peindre. Et les châssis ont été travaillés et faits par moi-même. Donc c'est le curé Piévan qui, le soir à la veillée, a construit ces châssis de bois et a tendu la toile qu'il avait lui-même achetée. C'est un don, en fait, en nature. Et après, on a des petits détails de ce qu'on a acheté. Alors, la toile, le gesso, c'est-à-dire le gypse, c'est une poudre blanche qui permet de faire l'enduit blanc que l'on va mettre sur la toile avant de peindre par-dessus. Le soudaro, ça vient vraisemblablement du mot corse soudaru, qui est du bois de sorbier extrêmement dur que l'on utilise pour faire les chevilles d'assemblage. Donc le châssis et les cadres ont sans doute été maintenus avec des chevilles en sorbier. Ça, c'est typiquement corse, hein. Le sorbier, sur le continent, on ne l'utilise pas trop. Et puis des stacchette piccole, donc tout ce qui est petites choses en métal, les petits clous, ce qu'on appelle les semences, pour fixer la toile sur le châssis, ou le petit crochet qui permettra d'accrocher le tableau sur le mur. Et là aussi, une autre précision extrêmement importante, al signore Giacomo
Suocero del suddetto Niccolao, donc à Monsieur Giacomo, qui est le beau-père du dit Niccolao. Intéressant. Qui a donné la couleur et le vernis aux encadrements. Normalement, c'est même pas le menuisier qui le fait, c'est un peintre. Donc a priori, ce Giacomo, il est fort possible qu'il soit peintre. Et vous verrez qu'on va percer, je pense, le mystère. Et qu'en tout, la dépense arrive à 141 lire, ce qui est une somme considérable à l'époque. Donc, voilà. Cette question qui reste pendante, feu Niccolao Pittore, feu Angelo Paolo, est-ce que ils sont morts tous les deux, c'est vraiment la guigne. Hein. L'hôte et celui qui a été accueilli sont morts tous les deux. Quoi qu'il en soit, on a ce petit doute. Alors, ce qui est intéressant après, c'est que les comptes sont suivis de toutes les personnes qui vont donner de l'argent pour contribuer à la dépense, puisque 141 lire, il faut arriver à les sortir. Et pour les remercier, le peintre marque leur nom sur certaines des toiles qui ont été financées par les généreux donateurs. Par exemple, voilà un angle de l'une des toiles où vous voyez le nom Giovan Agostino Ambrosini. Après, un autre tableau, Don Francesco Malaspina. Et puis Giovanni Quilici. Et là, un prêtre prêtait Giovan Francesco Pizzini. Donc tous ces gens-là ont donné de l'argent pour contribuer à cette grosse dépense. Voilà. Et le signore Giacomo, qui vraisemblablement est peintre, qui est ouvertement le beau-père de Niccolao, c'est-à-dire que sa fille a épousé Niccolao Filippi, on se doute qu'en fait il s'agit d'un peintre qui s'appelait Giacomo Grandi. Alors Giacomo Grandi, il y a des faits très précis qui permettent de se dire c'est quasiment sûr. Notamment, et là c'est le fait le plus probant, la même année, en 1746, quand on demande à Speloncato, qu'on fait venir ce peintre, Niccolao Filippi, qu'on lui commande ses 14 tableaux, la même année, il y a un autre peintre qui est présent dans le même village, à qui on commande un tableau pour le couvent. Le voilà. C'est un tableau qui représente donc c'est un couvent capucin, c'est 2 saints de l'ordre des Capucins. Et ce tableau est signé, lui aussi, 2 saints capucins, en plus c'est des saints très rares, San Giuseppe da Leonessa et San Fidelis von Sigmaringen. Et il est signé là. Alors là, c'est une photo que j'ai faite avant restauration, je vous le montrerai après restauration. Et zoomons sur la signature. 1746, on est bien la même année que la série de tableaux. Et regardez, tout est écaillé, mais heureusement que je suis là et que j'ai l'œil. Ce qui m'a permis de recomposer la signature, Jacobus, GR, là aussi la petite ligne frisée qui veut dire il manque une lettre, et là c'est un N, Jacobus Grandi, à Mediolanum, Mediolanum étant Milan. Donc c'est effectivement, Giacomo Grandi est un peintre milanais actif en Corse, qui va faire toute sa carrière en Corse, il va se marier 2 fois en Corse, et il va avoir une tripotée de filles. C'est vraisemblablement une de ses filles qui a épousé Niccolao. Alors le tableau a été restauré, avant-après. Il ne faut jamais se désespérer quand on voit un tableau abîmé, il est toujours possible de le restaurer. Et grâce à ces documents d'archives qui sont conservés aux anciennes archives départementales, on est un peu renseigné sur Giacomo Grandi. Et ce fameux document de 1751 qui a été rédigé à l'occasion du mariage d'une autre fille,
qui va épouser un Polonais. Il y a un Polonais en Balagne à cette époque-là, qui est tailleur, originaire de Varsovie, Warszawa, c'est-à-dire Warszawa, la Varsovie en polonais. Et comme il est polonais et qu'il veut se marier avec une jeune fille en Corse, il est obligé de prouver qu'il n'est pas marié dans sa patrie d'origine. Donc, il y a de la paperasse qui est faite devant l'évêque d'Aller et on demande des témoignages. Alors, c'est amusant, hein, je fais une petite anecdote. Ce Polonais qui est présent en 1751 en Balagne, il est tailleur. Donc, il fait déposer 2 témoins qui sont tous les 2 polonais. Il y en a un qui est maçon et l'autre qui est cordonnier. Donc, vous imaginez qu'en 1751, en Balagne, il y a au moins 3 Polonais, chacun dans un métier différent, maçon, cordonnier, tailleur. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces gens-là, en plus, ils se marient sur place. Ça veut dire que si ça se trouve, en Balagne, il y a des plats cuisinés qui ont une origine polonaise. Parce que ma grand-mère faisait ça comme ça. Et après, on perd l'origine de la recette. Et si ça se trouve, il y a un plat typiquement balanais qui est d'origine polonaise. C'est valable aussi pour le vocabulaire. Imaginez que ces gens-là, tailleurs, cordonniers, maçons, ils ont fait travailler des petits jeunes, ils ont travaillé avec eux, ils leur ont appris le métier. Donc ça veut dire que peut-être que le mot truelle en balanin, il vient d'un mot polonais. Ça me fait mourir de rire, c'est pour ça que je vous raconte l'anecdote. Et entre parenthèses, quand ils déposent, ils racontent un peu leur vie et ils disent « on est tous les 3 nés à Varsovie, on est tous les 3 jeunes, on a quitté Varsovie pour mener la grande vie et on s'est mis au service de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche et on a fait la guerre. Et après, on a fini à Gênes. Et à Gênes, on nous a dit « oh, il y a du travail en Corse ». Et donc, ils ont pris un bateau, ils sont venus s'installer en Corse. C'est rigolo. Des tout petits documents comme ça qui éclairent une histoire sociale qui sort en fait, pas des livres, mais qui c'est du vécu, c'est du témoignage vécu. Donc, ce Giacomo Grandi, dans le dossier, puisqu'il veut marier sa fille au Polonais, il y a le curé qui dépose et qui dit, c'est le texte qui est en rouge, « Dans ma paroisse, depuis de nombreuses années, habite le signor Giacomo Grandi, de nation milanaise, donc un natif de Milan, profession peintre, lequel a beaucoup de filles, entre lesquelles il y en a une qui s'appelle Maria Domenica, qui veut contracter mariage avec Francesco, fils de Nicolas de Varsovie, de nation polonaise et de profession tailleur. Voilà, document délicieux. Donc on est certain que Giacomo Grandi est dans le même village, la même année, à travailler, et moi je dis que on sent même sa main dans une des toiles. Alors, il a passé le vernis et la peinture noire sur les encadrements, mais je pense que pour terminer, il a dû donner un coup de main à son beau-fils en lui disant « Allez, je t'avance le travail ». Il lui a fait le dessin. Et vraisemblablement, la 12e station, qui est très différente des autres, et qui rappelle l'art de Giacomo Grandi, tout ça, ça fait penser que j'ai pas fumé la moquette, c'est véritablement une hypothèse qui tient debout. Alors, par exemple, si on compare cette station très différente des autres avec une œuvre 100% Giacomo Grandi, qui l'a peint pour Bisinchi, on retrouve ces petits visages enfantins, cette palette, cette façon de représenter les personnages, la couleur de la robe de la Vierge qui est ni rouge, ni mauve, c'est une couleur très particulière qui est issue de la palette de Giacomo Grandi.
Alors, je vais m'amuser à vous faire le tour des 14 stations. Pas pour vous raconter des bondieuseries, n'ayez pas peur, mais pour parler histoire de l'art. Alors, les 14 stations. Parce qu'il y a des choses à dire, peut-être pas sur toutes, mais sur certaines, il y a des choses étonnantes à mettre en avant. Alors, station numéro 1, Jésus est condamné à mort. Amusant. Vous avez je cherche le bouton, et bien entendu je le tiens à l'envers, un Ponce Pilate, qui est tout sauf un préfet romain. Donc, il est habillé en sultan. Il a ce qu'on appelle un caftan, c'est-à-dire une robe longue jusqu'aux pieds boutonnée, et il a un turban, et donc le tarbouche et le chèche, le turban et le chapeau en feutre rouge, turc. Il est défendu par des hommes d'armes qui sont, soi-disant, des légionnaires romains et qui sont affublés de magnifiques moustaches à la turque. Alors, vous savez, à cette époque-là, il était interdit aux chrétiens d'avoir les poils de la moustache qui dépassent. Parce que ça, si on rencontrait dans les chemins quelqu'un avec des moustaches qui dépassaient, on savait qu'il fallait partir en courant. C'était mostacho turquesco. Voilà. C'était, il n'y avait qu'eux qui les portaient. Autre chose, les légionnaires romains devaient être glabres, c'est-à-dire interdiction de moustache et de barbe. Or là, non seulement on leur fiche des moustaches, mais en plus on lui met des moustaches turques avec un Ponce Pilate déguisé en sultan de Turquie. Pourquoi ? Alors ça, les peintres corses, ils adorent ça. Les peintres corses essayent d'émouvoir le public. Et donc, si les bourreaux qui martyrisent le Christ, on en fait des légionnaires romains. Les légionnaires romains, ça fait longtemps qu'on n'en a plus vu en 1746, ça fait peur à personne. Par contre, un pirate barbaresque en 1746, on sait ce que c'est. Par contre, en 1746, le sultan d'Istanbul, on sait ce que c'est. Donc, glagla. Donc, quelque part, on suscite une émotion en ancrant la scène dans une réalité contemporaine. C'est rigolo. Voilà. Donc, deuxième station, Jésus chargé de sa croix. Ils sont méchants, ils tapent dessus, ils donnent des coups de pied. Troisième station, alors là, l'historien de l'art commence à frétiller, parce qu'il se dit, j'ai déjà vu ça quelque part. Alors, si on diminue pour faire un peu de place, on va amener à côté une gravure qui a servi de modèle. Et attention, la gravure, c'est pas n'importe quelle gravure, c'est une gravure réalisé d'après un tableau par un peintre allemand qui aujourd'hui a disparu, le peintre et le tableau d'ailleurs. Et la gravure a été réalisée par un graveur flamand. C'est une gravure qui a été publiée à Cologne, en Allemagne. Donc, et c'est une gravure d'un haut niveau artistique. Donc ça veut dire que notre petit peintre corse se documente sur les beaux-arts en Europe en ayant sous les yeux des gravures imprimées à Cologne qui représentent des compositions de peintres allemands. Ça a du sens tout ça. Donc je vous amène la gravure, la voilà. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas du tout ça, ça n'a rien à voir. Mais soyons un peu plus attentifs. Je ne dis pas qu'il a tout copié, je dis qu'il s'est inspiré de 5 personnages de la moitié inférieure du tableau, ici. Ces 5 personnages qu'on va retrouver là. Et si vous n'êtes pas convaincus, on va les voir un après l'autre. Le Christ, qui a une position lascive très originale, on ne l'a jamais vu comme ça, et qui croise ses mains
d'une façon qu'on ne l'a jamais vue ailleurs. Donc, effectivement, dans la gravure, on sent qu'il y a une inspiration, mais ça va au-delà. Ce personnage-là, avec son turban et son chapeau rouge, qui croise les mains, qui tire les cordes avec lesquelles sont attachés le Christ, on le retrouve d'un côté et de l'autre. Après, vous avez ce personnage-là qui tient les cordes que l'on retrouve ici. Alors, le peintre allemand, lui, entre parenthèses, il a fait comme le peintre corse, il a habillé ses bourreaux de façon contemporaine, mais de façon contemporaine en Allemagne. Et après, vous avez celui-ci qui a le bras en l'air, et alors là, le peintre corse lui met un gros bâton dans la main, alors que dans le modèle, c'est pas un bâton, c'est des cordes, c'est des cordages. Donc, il adapte. Donc, et le dernier personnage, vu de profil, on le retrouve ici. Donc, si on fait abstraction de toute la gravure, on voit que notre peintre corse a eu sous les yeux cette gravure et qui s'est dit, tiens, pour la composition de la 3e station, c'est intéressant. Donc, il a copié. Alors attention, il ne faut pas parler de copie avec notre regard contemporain. Au XVIIe, au XVIIIe siècle, une copie, ce n'est pas négatif. Au contraire, c'est une citation savante. Donc le fait de copier, c'est un hommage envers un peintre, envers un mouvement de peinture. Donc c'est quelque chose de recherché. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, la collection du cardinal Fesch est pleine de copies. Les copies, ce sont des choses précieuses. Donc, et pour nous, ici, c'est intéressant de voir que les peintres insulaires se frottent au chef-d'œuvre de l'art et qu'ils sont inspirés par ces œuvres qu'ils n'ont pas pu voir de leurs yeux, mais qu'ils connaissent grâce aux gravures. Alors, la station numéro 4, Jésus rencontre sa mère. Ça, il a fait tout seul comme un grand. Il n'a copié aucune gravure. Alors, ce qui est amusant, c'est de voir les bannières avec SPQR, Senatus Populusque Romanum, le Sénat et le peuple romain. Donc, il a quand même une éducation, une culture qui lui permet de travailler ce genre de sujet, là, sans suivre de modèle. Station 5, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Là aussi, une belle bannière de l'Empire romain. Station 6, Sainte Véronique essuie le visage du Christ. Là aussi, une enseigne romaine, SPQR. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des enfants dans la salle? Non, je ne sais pas. Parce que sinon, ils auraient été certainement ravis de voir ce tableau, parce qu'on voit manifestement une des plus anciennes représentations de Papa Noël. Que voulez-vous que je vous dise? Les historiens de l'art, des fois, ils déraillent. Bref. Station 7. Jésus tombe pour la seconde fois. Alors là aussi, c'est une composition savante. L'historien de l'art frétille, et il va se dire, mais la gravure de notre peintre allemand Christoph Schwarz reproduit, enfin non, le tableau original est de Christoph Schwarz et la gravure est de Elias van den Bosch. Donc, on va voir à quoi ça ressemble. La voilà. Et là, on voit que 4 personnages de la gravure ont inspiré le peintre corse. Et là, au lieu de simplifier, il complique. Il rajoute une profondeur, il rajoute un personnage à cheval qui ne sont pas dans la gravure d'origine. Donc, il complexifie la gravure d'origine. Donc, on va rentrer dedans pour se concentrer sur les 4 personnages
qui vont inspirer notre Nicolas. Alors, le Christ, avec une position très particulière, il n'y a pas de souci, il est pris là-dedans. Le personnage qui a le gourdin élevé au-dessus de la tête, on le retrouve ici très exactement, casqué et cuirassé comme un légionnaire romain. Et puis on a le Simon de Cyrène qui aide le Christ à porter la croix, que l'on retrouve dans la gravure. Et enfin, le quatrième, c'est ce personnage-là qui écarte les bras pour tenir deux bras de la croix en même temps, avec un casque à plumes qu'on retrouve là. Donc c'est indéniable, cette gravure a été vue par Nicolaus Philippe et il en a utilisé 4 personnages pour composer son tableau. Après, nous passons à la 8e station. Jésus console les femmes de Jérusalem. Alors, c'est amusant. Il y a une petite chose intéressante là-dedans, c'est ce petit personnage-là. C'est un page de cour, avec son habit de drap d'or. Il est noir comme un Sénégalais et il souffle de la trompe SPQR, Senatus Populusque Romanum. Alors, voilà, dans les chemins de croix, les peintres aiment bien figurer un Africain à un moment ou à un autre, une manière de dire que l'ensemble de l'humanité est concerné par cet événement. Alors, on parlait de Giacomo Grandi tout à l'heure, je vous montre un tableau d'un chemin de croix de Giacomo Grandi, le voilà, qu'il a réalisé pour Haïti. Et regardez le soldat qui se trouve derrière, à cheval, armé, cuirassé, le voilà. Lui aussi, il est noir comme un Sénégalais. Donc le beau-père, le beau-fils. Station 9, Jésus tombe pour la 3e fois. Là aussi, vous le sentez venir. Encore une gravure, la voilà. Et si on regarde, 5 personnages de la partie basse ont été repris. Ici et là. Et le reste est différent. Donc le Christ, avec les bras croisés, là aussi. Le personnage qui tient la corde, que l'on retrouve là. Le personnage qui lève son gourdin au-dessus de sa tête, que l'on retrouve là. Un autre vilain monsieur qui lève son gourdin au-dessus de sa tête, qu'on retrouve là. Et enfin, le dernier, ce personnage avec son casque emplumé qui tient une lance dans les mains. Donc il est indéniable que, là aussi, cette gravure... Alors c'est rigolo, il a fait son choix. Dans l'ensemble des 14 gravures, il en a retenu 3 dans lesquelles il pouvait prendre des sujets qui l'intéressaient. Les autres, il a fait à sa façon. 10e station, Jésus dépouillé de ses vêtements. C'est une invention de Nicolaus Philippe. Là aussi, 11e station, c'est lui qui l'a fait tout seul. Contrairement à la 12e station, où on l'a vu tout à l'heure, on peut dire qu'il a reçu l'aide de Giacomo Grandi, qui est vraisemblablement son beau-père. Après, il y a une station aussi qui semble parachuter de la Lune, parce qu'elle est très différente des autres. On sent en fait qu'il y a eu, notamment dans les visages, 4 visages qui ont été retouchés. Certains sont bons d'époque. Je cherche le bouton, il est là. Hop. Celui-ci, il est bon. Celui-là, il est bon. Mais ceux-là, ils ont été repeints ultérieurement. Sans doute la toile était abîmée. Donc, ce qui donne, on voit nettement que c'est une autre main. 14e station, la fameuse station qui va être signée
là aussi, il va faire un emprunt à une œuvre célèbre pour finir en apothéose. Mais cette fois-ci, ce n'est pas de l'Allemagne que va venir l'inspiration, puisqu'il va copier un tableau du peintre Federico Barocci, qui est originaire d'Urbain, en Italie, et certes, le graveur est flamand, Ægidius Sadler. Voilà la gravure. Et là, pas moins de 7 personnages de la gravure ont été une source d'inspiration. Ils sont là. Il ne s'est pas du tout intéressé à cette jolie Marie-Madeleine. Pof, il s'en fout, il laisse tomber. Mais il y a 7 personnages qui l'intéressent pour composer cette partie. Alors, voyons voir le Christ dans son linceul, le Saint Jean ici, et puis il y a ces 2 personnages barbus derrière. Donc là, c'est sans doute Nicodème qui a aidé à l'ensevelissement du Christ, qu'on retrouve là, et celui-ci, qui est sans doute Joseph d'Arimathie, puisque c'est lui qui a offert le linceul et qui a offert le tombeau qu'il avait fait creuser pour lui. Il a offert pour ensevelir le Christ. Et il y a aussi les 3 filles derrière, là, le cœur des vierges, c'est le cas de le dire, puisque c'est la Vierge Marie au centre, entre 2 autres Maries, c'est pour ça qu'on dit les 3 Maries, Marie Salomé et Marie Jacobée, que l'on retrouve là, avec une des 3 Maries qui pleure à chaudes larmes dans son mouchoir. Ce n'était pas des Kleenex à l'époque, c'était quand même une grande dimension. Voilà, donc, pour une fois, là, le tableau qui a servi de modèle, il est conservé. Alors, je veux vous montrer où se trouve le tableau en question. C'est pas piquer des vers, c'est quand même grand genre, grand moyen. Voilà. Nous sommes à Senigallia, en Italie, et dans ce qu'on appelle là-bas la Chiesa della Croce. Regardez le luxe de sculpture et de dorure qui entoure le tableau d'origine. Donc, une toile très admirée, devenue célèbre et qui a été abondamment gravée plusieurs fois et qui a permis à plusieurs peintres d'autres nations de s'inspirer de ce modèle. Alors, pour l'anecdote, j'aime bien les anecdotes, j'ai farfouillé un peu là-dessus et j'ai trouvé de quoi vous faire presque un arbre généalogique de tableaux. C'est-à-dire que pour faire ce tableau-là, il a fallu que le peintre fasse une étude préparatoire. L'étude préparatoire, elle est conservée. Elle est aux États-Unis, à Los Angeles, au Getty Museum. Donc voilà ce qui a servi d'étude préparatoire. Et il existe même une esquisse. Et l'esquisse, elle est aussi aux États-Unis, mais cette fois-ci à Chicago, au Art Institute. Donc, amusons-nous, parlons de la genèse d'une œuvre d'art corse en partant d'une esquisse à Chicago, une étude préparatoire à Los Angeles, un tableau en Italie à Senigallia, une gravure qui a été éditée à Milan, et tout ça pour arriver à notre chemin de croix en Corse. C'est rigolo. Voilà. Donc, on vient de voir, de révéler un certain nombre de petits secrets concernant Niccolao Filippi. Mais je ne voulais pas vous laisser partir sans vous parler d'autres œuvres intéressantes conservées dans cet édifice. Alors tout d'abord, on va parler du peintre anonyme, fin XVIIe, qui a réalisé le retable du maître-autel. Alors,
Le maître-autel, voilà l'église, le maître-autel, bim, c'est le tableau le plus important puisqu'il est axial, c'est celui qu'on voit dès l'entrée. Alors voilà le tableau, très, très noir parce qu'on a brûlé devant 300 ans de cierge. Du coup, le vernis, il s'est chargé de cette suie et les vernis jaunissent en vieillissant, plus la poussière, plus le grand crucifix qui a été fixé à travers le tableau dans le mur, donc qui n'est pas déplaçable. Notre pauvre tableau, on a du mal à le voir. Alors, si on éclaircit un peu artificiellement, on voit qu'il y a plein de monde sur ce tableau. Alors, on se met sur le côté pour regarder et on voit, ah oui, on voit du monde. Et puis surtout, on voit là-haut, il y a un registre avec une vierge qui essaye de passer la tête au-dessus de la branche de la croix du Christ, qui est en train de se faire couronner par 2 anges. Donc si on éclaircit, là voilà. Donc un couronnement de la Vierge. Et le personnage qui est là, on peut l'identifier facilement, c'est Saint Roch et son chien. Donc Saint Roch qui montre sa cuisse avec le bubon de peste, et le chien qui portait du pain dans sa gueule pour alimenter le pauvre Saint Roch. Donc, si on regarde, on compare avec une image de première communion, on a tout le répertoire iconographique qui nous désigne Saint Roch. De l'autre côté, problème, un personnage, il tient la palme des martyrs, mais il porte une tunique courte qui s'arrête à mi-mollet. Donc, quand on a une tunique courte, c'est pas une dame, c'est un monsieur. Mais un monsieur qui a les cheveux longs, qui est très jeune, et donc qui n'a pas encore de barbe. Et vraisemblablement, c'est Saint Pancrace. Saint Pancrace a été martyrisé à l'âge de 14 ans, donc avant l'âge de porter la barbe. Et il avait les cheveux longs et des tuniques courtes. Donc, si on compare cette image avec l'iconographie traditionnelle de Saint Pancrace, on y retrouve cela. Un jeune éphèbe, sans barbe, cheveux longs, avec une tunique courte, et la palme des martyrs à la main. Voilà, encore une image de premier communion. Donc, regardez ici, très exactement là, le vilain morceau de fer qui perce le tableau pour aller fixer la croix dans le mur. Donc, désolé, on ne peut pas déplacer la croix pour faire des belles photos. Alors, si je me mets de l'autre côté, pareil, ce vilain bout de fer. Voilà. Mais au-dessus, c'est intéressant. On voit donc une vierge à l'enfant, qui a l'enfant sur ses genoux, et qui à la main tient un sceptre. Et elle se fait couronner par 2 angelots. Donc c'est vraiment la Vierge, reine du ciel, mais aussi reine de Corse, entre parenthèses. Voilà. Donc, heureusement, donc ce tableau, il est plus visible dans son entier depuis peut-être plus de 100 ans qu'on a fixé cette croix qui nous cache le tableau. Heureusement que de nos jours, on a l'intelligence artificielle qui va nous permettre d'effacer ce crucifix. J'ai donné à l'intelligence artificielle les photos prises de droite, de gauche, du dessus et du côté, et je lui ai dit « Refais-moi ce tableau sans le crucifix du milieu ». Et qu'est-ce qu'il m'a fait? Roulement de tambour. Oh, voilà ce que vous loupez avec ce crucifix. Donc, il serait bien de le déplacer, je pense, de mettre une petite croix à la place, parce que, franchement, le tableau est intéressant. Et on voit vraiment la Vierge en tant que monarque, reine de Corse et reine du ciel. Donc, voilà le tableau en question. Et puis, puisqu'on y est, je vais même un peu plus loin. Je dis à l'intelligence artificielle, bon, tu m'as optimisé les photos, tu m'as effacé le machin, mais si on restaurait le tableau, qu'est-ce que ça donnerait? Oh, voilà.
Monsieur le maire, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et vous, le public, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On fera la quête en sortant. Mais quelle bonne idée. Voilà, donc déjà, un mystère de moins sur le tableau du maître-autel. Continuons à notre petit parcours. Alors, le tableau qui se trouve là, l'autel du Rosaire. Voilà la chapelle en question. Voilà le tableau, et lui aussi, même combat, très noir à cause de la suie des cierges, de la poussière, de l'obscurcissement des vernis. Alors, si on éclaircit artificiellement, on va retrouver un peu plus de contraste. Voilà, donc c'est la Vierge du Rosaire, donc c'est-à-dire l'enfant et elle remettent des rosaires, c'est-à-dire des chapelets, aux deux saints principaux de l'ordre des dominicains, Saint Dominique et Sainte Catherine de Sienne. Et tout autour, les 15 mystères, c'est-à-dire 15 scénettes de la vie de la Vierge et du Christ. Alors là aussi, on se dit, tiens, on va demander à l'intelligence artificielle, qu'est-ce que tu pourrais nous faire avec ça si c'était restauré? Oh, ça aurait une meilleure figure. Voilà. Alors il fut un temps, quand j'ai vu ça, je me suis dit, purée de bois, c'est un tableau milieu 18e. On a notre ami Nicolas Philippe qui est ici, qui peint, c'est lui qui l'a fait. Donc je cherche, je creuse. Seulement, le registre de Speloncato me casse tout en me disant « Feu Nicolas ». Alors si effectivement il est mort en 1747, on est embêté, parce que ce peintre-là, il y a un tableau qu'il a fait, où il a mis une date, même il y en a deux, et les dates sont 1750. Alors, soit c'est dans le registre de compte que cette façon de dire « Feu Nicolas », c'est une erreur, ça peut se concevoir, et il a vécu encore quelques années, et il était actif dans les années 1750, et il a peint ce tableau et d'autres, soit c'est un autre artiste qui, pour l'instant, reste anonyme. Voilà. Donc là, c'était pour dire le feu Nicolas, mais est-ce que feu Angelo Paolo plus feu Nicolas, ça fait beaucoup. En plus, c'est le registre de compte de Speloncato. Le peintre, il a peint et puis il est parti. Il n'est pas resté là. En février, il n'est plus là. Comment, à Speloncato, on va savoir que le peintre est mort alors qu'il habite très loin de Speloncato. Donc, nous avons toujours ce doute jusqu'à prochaine découverte de documents d'archives. Donc, je vous montre d'autres œuvres de la même main. Voilà, un autre rosaire à Silvareggio qui porte la date de 1750 et où il y a des petits détails qui ne trompent pas, notamment ce vase à 3 fleurs avec des anses très bizarres que l'on retrouve ici, vase à 3 fleurs avec des anses très bizarres. Donc, quand on voit ça et ça, on est certain. En plus, voilà, ça et ça sort de la même main. Donc, ça, c'est Silvareggio. Ça, c'est Piedipartino, aussi. Voilà. Et ça, c'est dans une petite chapelle. Donc, en fait, là, le tableau est agrandi artificiellement. Le tableau est beaucoup plus petit. Il est dans une... Mamma, c'est moi qui fais des bêtises. Chapelle Saint-Pierre et Saint-Paul à Piazzali. Donc, voilà. En tout cas, le peintre qui a réalisé ce tableau a travaillé à Silvareggio, Piedipartino, Piazzali, dans un style très proche de Nicolas Filippi. On pourrait dire que c'est lui. La seule chose qui nous empêche de le dire, c'est cette petite mention enquiquinante de feu. Ça tient à 2 lettres. Voilà. 2 lettres qui font qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout. Alors, un jour ou l'autre, on finira bien par tomber sur autre chose, avec Nicolas Filippi et une autre date, et j'espère que
J'espère qu'on pourra lui attribuer ce tableau aussi. Alors, continuons le tour de l'église. De l'autre côté, en face, vous avez une chapelle latérale dédiée à Saint-Antoine. Alors là, dédiée à Saint-Antoine, on fait bingo, tu en veux du Saint-Antoine, tu en as. On a Saint-Antoine de Padoue et Saint-Antoine ermite avec, normalement, enfin, ça peut être un cochon et des fois c'est un sanglier. Et le feu de Saint-Antoine. Donc, de Saint-Antoine pour la chapelle Saint-Antoine. Ça, c'est un peintre. Là, par contre, les yeux fermés, je sais que c'est Francesco Carli. Donc, Francesco Carli, c'est un peintre qui est né vers 1735 en Italie, près de Lucques. Donc, c'est un Toscan. Et il vient chercher du travail en Corse, il s'installe très jeune, et il va habiter dans le village de San Lorenzo, en Castagniccia, parce qu'il va y épouser une jeune femme qui s'appelait Antonia Maria Franceschi. Et il va rester toute sa vie durant dans ce village, il va même être l'équivalent de maire de ce village, il était, comment on appelle ça, podestat. Et c'est là qu'il va mourir en 1821, donc c'est la même année que Napoléon, me semble-t-il. Ce qui ne l'empêche pas de rayonner sur toute la Corse. Il a même fait des tableaux pour la Corse du Sud. Donc il se bougeait. Une fois par an, il partait faire des campagnes de travail à droite et à gauche. Il a un style très très particulier qu'on reconnaît au premier coup d'œil. C'est ces petites vierges qui ont des têtes de poupées de porcelaine. Ces petits personnages qui sont, on dirait des gamins déguisés, on dirait un livre à l'usage des enfants. C'est très juvénile, mais c'est le goût de l'époque. On est sous Louis XV, sous Louis XVI, on aime les petites marquises poudrées. Et ben en Corse, on fait des petites vierges qui ressemblent à des petites marquises poudrées. Alors, maintenant que vous avez ces têtes d'ange, ces têtes de vierge dans l'œil, je vous montre un autre tableau de Francesco Carli et vous y retrouvez les mêmes caractéristiques. Cette Sainte Thérèse franciscaine, on dirait une gamine déguisée. Et lui aussi, il n'a pas l'air bien vieux pour un Saint-Antoine. On dirait plutôt la fête de fin d'année à l'école primaire. Donc, quand on compare les deux, on s'aperçoit bien que c'est la même main, donc c'est Francesco Carli. Francesco Carli, comme j'ai l'habitude de dire, il a peint à la photocopieuse, il nous a laissé des tableaux de partout, des centaines de tableaux de lui à travers les églises de Corse. Je vous en montre quelques-uns parmi les plus jolis. Celui-ci qui est à Tox, ou celui-là qui est à Croce, et une petite annonciation à Altiani. Vous retrouvez toujours ces têtes d'ange qui sont très particulières. Voilà. Donc, c'est lui, même si... Alors, il signe très rarement. J'ai trouvé 2 œuvres de lui signées. Il signe très rarement. Mais il n'a pas besoin de signer, il a un style inimitable. Alors, nous avons vu la peinture sur toile, nous allons voir la peinture monumentale, c'est-à-dire peinture sur mur ou peinture sur voûte. Et on va voir 2 cas. Et après, je vous libère. Donc, Ignazio Saverio Rafali, qui est un génie pour nous, c'est un décorateur né, il est sculpteur, stuccateur, peintre, maître maçon. Il fait de tout. Et dans cette église, il nous a fait la table d'autel qui est là. Alors, comme vous ne pouvez pas la voir, il y a une bande devant. La voilà, voilà la table d'autel. Et l'œuvre n'est pas signée, mais il n'a pas besoin de signer lui aussi, c'est pareil. Il a un style tellement inévitable que, voilà, donc on va se concentrer sur... Alors vous voyez que c'est très malin ce qu'il fait. Le devant de la table d'autel, il représente une déploration, un Christ mort avec la Vierge, Sainte Marie-Madeleine et Saint Jean, plus le Christ mort.
à cet endroit-là. Pourquoi? Parce qu'une fois par an, pour la Semaine Sainte, on va utiliser cet endroit pour faire le sépulcre. C'est-à-dire qu'on va prendre la croix du maître-autel, on va l'allonger par terre, on va mettre un voile dessus, on va mettre des fleurs, on va mettre des bougies, et ça sera le sépulcre. J'ai une nouvelle confirmation. Il y a un crochet au-dessus, là. Donc il devait y avoir des tentures de deuil pour en fait matérialiser le tombeau du Christ derrière la tenture. Donc vous voyez, confirmation, on faisait le sépulcre dans cette chapelle-là pour la Semaine Sainte. Alors, je vous montre d'autres exemples faits par le même bonhomme. Là, nous sommes à Barata d'Orezza. Regardez, c'est le même système, sauf que il est peintre et stuccateur. Donc là, il a fait en volume. La scène est en volume et peinte en couleur après. Alors là, on est sûr que c'est lui, parce qu'il y a carrément sur le dessus la signature du bonhomme, avec la date 1769, la Corse devient française, le 4 luglio, le 4 juillet, oh, c'est aujourd'hui, mince, ça me saute à l'œil maintenant. 4 juillet 1769, il y a à la ligne Zio, R abrévié I, Rafali, de Pied abrévié E, Piedi Croce, donc Ignacio Saverio Rafali et de Piedi Croce en castanic, Fece. Donc voilà, Parata, Pietra Serena, même combat, 1769, aux alentours de 1769. Ce n'est pas la seule chose qu'on peut rapprocher. Donc Pietra Serena, il a une petite sœur à Talone. Alors à Talone, ils ont eu la mauvaise idée de mettre par-dessus du vernis. Le vernis est devenu jaune, donc ça a changé l'harmonie colorée. Et en plus, ça brille, ça permet de faire des photos dégueulasses. Mais sinon, vous remarquez que c'est vraiment la même chose. C'est une invention. Alors, ces ornements sur les côtés et la scène qui est strictement la même structure. Continuons, on peut la comparer avec autre chose. Alors, je vous ai dit, Raphaël, il est originaire de Piedi Croce. Donc, lui, habitant de Piedi Croce, il s'est intéressé à sa confrérie, puisqu'il était confrère de Piedi Croce. Et au-dessus de la porte, pour entrer dans sa confrérie, il a peint une pietà où on retrouve tout son style, toute sa façon de peindre. Voilà la confrérie de Piedi Croce. Et l'on sait que la peinture qu'il a faite au-dessus de la porte d'entrée est de 1751. Donc 1751, et puis après on est à 1769. Alors, très rapidement, juste pour vous faire voir le style inimitable du bonhomme, voilà, Figaille. Donc il sait faire des stucs avec des colonnes, etc. Mais à l'occasion, si la commune n'a pas l'argent pour faire des colonnes en stuc très très chères, eh bien, il les peint en trompe-l'œil sur le mur. Voilà d'autres exemples, Morosalia ou l'église de Cambia. Et on va retourner dans la confrérie de Piedi Croce, on va rentrer dans la confrérie de Piedi Croce et on va regarder ce qu'il y a au-dessus. Et on a ce médaillon avec Sainte Dévote, sainte patronne de la Corse. Et pour terminer sur lui, on va voir son chef-d'œuvre, c'est l'oratoire de Ghisoni, où il a fait un énorme décor très théâtral, où en fait, en volume, il n'y a que ça. Tout le reste est peint en trompe-l'œil, ce sont des fausses portes, avec des faux rideaux, des fausses statues, des faux angelots en relief sur des fausses colonnes, et un faux tableau peint directement sur le mur, où on va retrouver encore cette scène de la déploration du Christ. Voilà, et donc, voyons-le en gros, et ben, c'est le même peintre qui a fait cette déploration du Christ à Pietra Serena.
On termine notre tour d'horizon sur la peinture monumentale en parlant du décor de la voûte. Alors, je vais vous parler de Gherardo Gherardi, école corse du XIXe siècle. Alors, je fais abstraction de l'ancienne... Enfin, on va parler de l'ancien décor. Je fais abstraction de ce décor-là qui est du XXe siècle, qui est de Claude Cavert de la Tour. Donc, XXe siècle, c'est pas assez vieux pour qu'on s'y intéresse aujourd'hui. Donc, on va parler de ça, qui est beaucoup plus ancien. Donc, cette partie-là, c'est l'ancien décor, qui est, on va le voir, attribuable à Gherardo Gherardi. Donc, c'est un Milanais, né en 1827, et qui commence à être actif en Castaniche à partir des années 1850. Alors, il a une vie d'artiste. Il va rencontrer une jeune femme corse, Marie-Félicité Paoli, originaire de La Porte, qui devient sa maîtresse, sa compagne, la mère de ses enfants, et qui le suit dans ses déplacements. Ils ne se sont jamais mariés. Alors, c'est intéressant, parce que nous sommes sous le Second Empire. Leur fils Ernest va naître en 1857. Eh bien, ça ne défrise pas les curés d'accueillir des concubinaires qui ont des enfants illégitimes et de leur dire « décorez-moi mon église ». Ça défrise personne. Donc une ouverture d'esprit quand même notable à souligner. Alors voyons ce décor de plus près. Alors vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle des fenestrages de style gothique. Alors zoomons. Alors les fenestrages, en fait, rappelez-vous, c'est Notre-Dame de Paris, hein, tous ces trucs gothiques qui semblent repercés, et le fond est souvent peint en bleu pour évoquer le ciel, donc ça allège la composition. Donc ce sont des fenestrages. Et on a 4 médaillons avec 4 saints, et ces 4 saints qui vont toujours ensemble, ce sont ce qu'on appelle les 4 évangélistes. Alors on a Saint Marc et le lion, on a Saint Jean et l'aigle, on a Saint Matthieu et l'homme, et on a Saint Luc et le taureau. Alors Saint Luc, c'est un saint que les peintres vénèrent. C'est le saint patron des peintres. On dit que Saint Luc aurait fait le portrait de la Vierge. Et justement, on le représente dans son médaillon en train de peindre, avec sa palette, sa canne de peintre, que l'on utilise pour ne pas mettre les doigts sur le tableau, et il est en train de peindre le portrait de la Vierge. Alors, petit conseil d'amis, quand vous rentrez dans une église et que vous voyez un Saint-Luc, précipitez-vous sur Saint-Luc. Parce que comme c'est le copain des peintres, souvent, il a la tête, le peintre s'auto-portraiture, ou à côté, il met quelque chose. Et souvent, il signe, et quand il ne signe pas, il date. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on voit ça? On sort son gros zoom et on fait une photo de paparazzi. Et qu'est-ce qu'on voit? 1861. Donc, vous avez la date de ce décor. C'est un décor Second Empire. Voilà. Mais il faut le voir, hein. Maintenant que je vous l'ai dit, vous ne verrez plus que ça. Voilà, 1861. Mais ça marche dans d'autres églises aussi. Dès qu'il y a un Saint-Luc, il faut aller regarder. Alors, Gherardi, ces fenestrages gothiques, il les a utilisés ailleurs. Alors, je vais vous promener dans 2 ou 3 églises. Voilà, l'église de Barata, et vous voyez que là aussi, il a fait des fenestrages sur la voûte. Avec le fond, avec un bleu de ciel. Détail. Voilà. Et puis, si on va à Bustanigo, c'est pareil. Des fenestrages et des médaillons à portrait. Voilà à quoi ressemble l'église de Bustanigo. Alors, des fois, ce peintre-là, on l'appelle pour travailler dans des maisons privées.
Alors, ça a été le cas, par exemple, à Verdèse, où il a été appelé par une famille notable, et il leur a décoré des salons, et notamment l'escalier, le grand escalier, et il leur a mis aussi des fenestrages gothiques et des arcs gothiques. Il était passionné par le style néo-médiéval. Et dans les escaliers, avant de tourner, quand on arrive là, ici, là, derrière là, il y a une fausse porte. Voilà la fausse porte, avec au-dessus un fronton, on se croirait à Venise, avec un fenestrage de style gothique. Alors là, nous sommes à Verdèse. Maintenant, je vous emmène à la Porta d'Ampugnane, dans un autre escalier d'une autre maison, et vous trouvez là aussi des fenestrages gothiques. Un joli décor. Et cette maison, que l'on dit avoir été habitée par le peintre en question, Gérard, il n'a pas fait que décorer la cage d'escalier, il a décoré la façade, les façades. Il a fait un décor fantastique qui est en train de disparaître à vue d'œil. Donc aujourd'hui, il en reste ça, déjà. Donc c'était un petit palais vénitien. Voilà. Tous les murs étaient peints. Seulement, ça c'est une photo de 2019. J'ai eu la chance de passer dans ce village en 1993 avec l'appareil photo. Et donc j'ai fait la même photo en 1993. Voilà. Et donc là aussi, des fenestrages gothiques. Voilà. Et donc c'est sur cette belle image que je termine cette intervention. Et je vous remercie.